midi, Valérie Expert, débat. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité. On est ensemble jusqu'à midi. Vous retrouvez ensuite André Berkoff aujourd'hui pour débattre. Alexis Bachelet, ancien député PS, chef d'entreprise, AB Consulting. Régis de Castelnau, vous êtes avocat. Votre blog s'intitule Vue du droit. Et vous participez également au magazine Causeur, le magazine d'Elisabeth Lévy. Brice Nkonda, bonjour. Vous êtes conseiller régional UDI d'Île-de-France. Et Nicolas Moreau, membre du collectif Antigone. Bonjour, merci d'être là. Laïcité, voile islam, est-ce qu'un débat serein est possible ? On vous pose la question. SNCF, faut-il faire payer les grévistes ? La situation est en train de se crisper un peu plus sur ce sujet. Et puis, assurance chômage, à partir du 1er novembre, il y a un nouveau régime qui entre en place. Nouveau coup dur pour les chômeurs et pour les cadres en particulier. On a l'impression que tout le monde va y perdre. On va commencer avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Commençons avec Alexis qui a un coup de cœur que je partage pour le peuple libanais. Oui, un coup de cœur par rapport à la renaissance du Liban comme nation. Et avec une nouvelle génération de Libanaises et de Libanais qui se sont levés pour réclamer la fin d'un système politique vermoulu, qui est marqué par les répartitions confessionnelles. Vous savez, il y a le président chrétien, le président de la République chrétien, le premier ministre musulman, et puis il y a des maronites, il y a les druzes, donc il y a une répartition de la Constitution fait que... Et ça, effectivement, ça installe le Liban dans une faiblesse structurelle, c'est que l'État libanais est soumis aux influences confessionnelles, et on est arrivé à une situation d'impasse totale. Et je crois que les Libanais, alors bon, le mouvement a démarré, d'ailleurs c'est assez drôle, sur quelque chose qui est un symbole de modernité et de liberté, c'est WhatsApp. C'est la taxation des échanges sur WhatsApp qui a mis en furie non seulement la jeunesse libanaise, mais je pense tous les Libanais, parce qu'en réalité tout le monde maintenant utilise ces messageries. Et à partir de ça, il y a eu 11 jours de manifestations continues. Là, on a abouti à la chute du gouvernement, mais le gouvernement est aussi responsable que le président de la République, que les autres instances. C'est le système qui est rejeté. Ouais. Et surtout, il est rejeté du sud au nord, parce que vous avez au sud, il y a le Hezbollah, donc soumis à les chiites, voilà, avec une emprise très forte du Hezbollah. Et même dans ce territoire-là, il y a eu des manifestations, et ils ont fait une chaîne du nord au sud. Il y a des milliers de Libanais qui se sont tenus la main pour montrer en fait que par rapport à ce système marqué par les divisions confessionnelles et un niveau de corruption élevé, ils avaient envie d'autre chose. Ils ont envie d'être Libanais, d'être libres, donc et de vivre dans un pays, ma foi, où on a à la fois la modernité, la liberté et surtout on est fiers d'être Libanais. Et donc je trouve que c'est assez fort comme message au moment où justement où on a nous des débats où on assigne des identités aux uns et aux autres en fonction en particulier de la religion, que un État qui est construit comme ça. Dans un État qui est construit comme ça, le peuple se lève pour dire stop. On veut autre chose, on veut être libanais avant tout, avant d'être druze, avant d'être maronite, avant d'être chrétien, avant d'être musulman. Oui, enfin c'est pas très simple la situation non, là-bas, c'est pas très simple. Très on ne sait pas comment ça va se finir. Un nombre. Mais moi j'espère qu'il y aura une reconstruction qui va se faire, une refondation. Vous avez vu les islamistes, les images des islamistes qui frappent les manifestants. Absolument. Notamment il y a une répression extrêmement forte dans le sud. Le Hezbollah essaye effectivement de réprimer et d'empêcher l'expression du peuple. Un commentaire ? Non, pas spécialement sur le sujet. Ouais. Moi, je ne suis jamais très serein parce que ça ressemble beaucoup aux images qu'on avait des printemps arabes en Tunisie, en Égypte, notamment. Et ça ne s'est pas forcément bien fini. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à ne pas confondre les gens dans la rue et la majorité des gens, ou alors les gens dans la rue et les minorités les plus déterminées. Je m'explique. Les Hezbollah, typiquement, n'ont pas besoin d'être les plus nombreux pour renverser la révolution en leur faveur. Il suffit qu'ils soient les plus violents, les plus organisés et les plus déterminés. Et c'est ça qui est inquiétant. C'est-à-dire que on a connu les printemps arabes où on y a cru et où ça s'y finit avec l'élection des frères musulmans. Et du coup, je regarde la situation libanaise avec beaucoup plus d'inquiétude que j'aurais pu regarder ça autrefois. Ouais. Allez, on va passer au coup de cœur ou coup de gueule de Brice. C'est un coup de cœur. Coup de cœur. Pour la réforme des régimes spéciaux. Oui, alors en fait, mon coup de cœur, c'est le fait que la réforme des régimes spéciaux ne touche que les nouveaux entrants.
et pas les anciens. Pour moi, c'est un point qui est très important. Là, on va rentrer dans un tunnel d'élections entre les municipales, les départementales, les régionales, les législatives présidentielles. Et je pense qu'il va être très difficile de mener des réformes d'ampleur comme celle des retraites. Et pour ce qui concerne en fait les régimes spéciaux, on sait qu'il y en a à peu près plus d'une quarantaine. Et je pense qu'il est compliqué de dire à des gens qui sont rentrés sur le marché du travail en disant le contrat c'est celui-ci avec tel et tel avantage et vous partirez à tel moment, de remettre en cause ça. Je trouve que c'est pas quelque chose qui est juste. Et cette entre guillemets reculade d'Emmanuel Macron, je pense qu'en fait c'est une reculade de bonne aloi entre guillemets. Parce que je pense qu'on ne peut pas en fin de parcours changer les règles du jeu. Mais je pense effectivement qu'il faut réformer les retraites, mais il faut prendre le temps de le faire. Donc c'est mon coup de cœur. C'est un recul du gouvernement. C'est une reculade, mais c'est une reculade qui pour moi est légitime. Oui, donc c'est un coup de cœur. Une reculade d'avenir. Non, mais on ne change pas. Effectivement, on ne change pas. C'est une reculade, mais en même temps, c'est une avancée quand même. On connaît ça par cœur. Le en même temps. Écoutez, on va. Cette réforme des retraites, c'est un peu comme le débat sur le voile. Ça fait 50 ans qu'on en discute. Non, je parle en termes de débat. Effectivement, on rentre dans une période politique. Je pense que Emmanuel Macron va avoir de gros soucis, période électorale, mais pas seulement. Il y a un climat social pourri dans ce pays, délétère, qu'il a largement contribué à créer. Juste une petite remarque sur cette question des régimes spéciaux, c'est-à-dire qu'effectivement, les salariés de la SNCF veulent conserver des avantages qu'ils considèrent comme acquis, mais le fait que ce soit les nouveaux entrants, dans un régime de répartition, ça veut dire que ceux-là sont moins payés et ils financeront le confort des autres. Je dis pas que c'est injuste qu'il y ait eu ces régimes spéciaux, etc. Mais vous vous rendez compte? Il ne faut pas revenir sur la parole donnée. Non, c'est ça, c'est quand même ça le principe. Il ne faut pas revenir sur la parole donnée. Je ne dis pas que c'est l'autre formule qui consisterait à les supprimer dès maintenant. Je dis que ce dossier, dans le climat actuel, dans le climat politique, il est indémerdable. Excusez cette expression. Et je pense qu'on peut dire ça. On va avoir de gros soucis. Et ce recul-là, présenté comme un recul, n'en est pas un, parce que c'est au détriment. Une seconde, je vais faire un peu de corporatisme. La retraite des avocats, je ne suis pas concerné, la mienne est liquidée, parfait. Mais vous avez un système qui fonctionne, qui est autonome, qui est bénéficiaire. Bon, on va prendre le bénéfice du système, on va augmenter les cotisations et diminuer les prestations. C'est pour ça qu'on a les avocats dans la profession. Toute la profession est vent debout, ce qui peut se comprendre. Je vous dis, moi je m'épanche le front en me disant, ouf, je suis passé. Alors, ce qui se passe pour les avocats, ça se passe un petit peu pour tous les Français, pour les retraites et pour la SNCF. C'est-à-dire que ça se voit pas trop parce que c'est pas pris sur les cotisations ou c'est pas pris dans un régime spécial qui est ciblé ou dans un régime particulier comme celui des avocats qui est ciblé. C'est pris à tous les Français. C'est-à-dire que le Français, il paye 200 et quelques euros, c'est-à-dire plus que la redevance télé, chaque année pour la SNCF. Et ce, même s'il ne prend jamais le train. Et ça, c'est noyé dans tout un tas d'impôts écrasants. Alors après, à la fin, évidemment, on est écrasé d'impôts, de cotisations, de taxes, de plein de choses. Et la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est une petite taxe sur l'essence. Mais ça fait partie de tous ces petits trucs où les Français qui bossent jusqu'à 65 ans, qui respectent les règles, qui, eux, n'ont pas d'avantages, payent pour d'autres qui ont des avantages mieux acquis. Donc, ça porte un nom, ça s'appelle un service public. Que les Français payent 200 euros. Alors, attention, le service public, c'est quand tu peux, le week-end, aller voir ta famille, quand tu as un entretien d'embauche que tu ne rates pas. Ça irrigue l'économie, quand il y a un monopole et que ce monopole prend en otage les gens parce que s'il bloque, la personne ne peut pas aller à son entretien d'embauche, ne peut pas aller à son stage, ne peut pas aller au travail, ne peut pas aller voir sa famille, ne peut pas aller voir ses grands-parents, etc. C'est plus du service public. Le sujet, on l'abordera. On va en reparler tout à l'heure. À l'instant, donc l'attaque à la mosquée de Bayonne, le suspect présente une altération partielle du discernement et le parquet antiterroriste ne se saisit pas de l'affaire. Donc ce n'est pas considéré comme un attentat. Voilà, c'est une information que je vous donne sur ce sujet qui nous a beaucoup occupé ces derniers jours. Un petit coup de cœur pour Gérald Darmanin, une fois n'est pas coutume, figurez-vous. C'est pour ça. Mais non, coup de cœur, on a dit. Un coup de cœur. Moi, je l'ai défendu, quand il a été accusé Mais c'est l'affaire du restaurateur redressé par l'URSSAF pour avoir mangé dans son propre restaurant, un restaurateur guadeloupéen. Voilà, il a dit que c'était quand même une aberration totale. Et d'après ce que j'ai compris, les restaurateurs ne seront plus taxés quand ils mangeront chez eux. En fait, quand ils prennent le déjeuner dans leur restaurant, théoriquement, ils sont censés payer, ce qui est une aberration sur le tarif de leur menu.
menu, alors qu'en général, ils bouffent Alors, des vous pâtes savez que j'ai eu une affaire que j'ai plaidée il y a fort longtemps, où vous aviez un hôtelier-restaurateur, qui donnait les restes à son chien. Il a été poursuivi et condamné pour abus de bien social. Je vous le confirme. Hein. Il y avait un autre restaurant qui a été redressé pour la même cause. Voilà. Alors, Nicolas Moreau et Régis de Castelnau, vous avez un peu le même coup de gueule. Ça concerne la liberté d'expression. Oui, et la trop grande tolérance des Français en général pour la censure. C'est-à-dire que le Français... Ça rejoint notre débat précédent. Est pas forcément fan de la censure, sauf quand on censure les choses avec lesquelles il n'est pas d'accord. C'est-à-dire, si vous n'aimez pas Éric Zemmour, ça ne vous dérangera pas qu'on censure Éric Zemmour. Si vous êtes contre la PMA, ça ne vous dérangera pas qu'on censure Sylviane Agacinski. Et il y a un vrai problème. J'aimerais vraiment que le message passe, d'une part, que la liberté d'expression n'est pas faite pour parler de météo et de choses qui ne dérangent pas, elle est faite pour parler de choses qui dérangent et pour faire avancer sur des sujets qui dérangent. Le deuxième aspect, c'est que si vous tolérez qu'on censure des opinions, un jour on censurera les vôtres. C'est inévitable. Il y a la limite du tribunal quand même. Par exemple, Éric Zemmour a été condamné. Donc, Alors, justement, Régis de Castelnau. Après, c'est pas parce que c'est légal que c'est moral. On a le même coup de gueule. On a le même coup de gueule sur les condamnations. En France, on déteste la liberté d'expression. Hein, c'est-à-dire que pas de liberté pour les ennemis de la liberté, c'est bien connu. Il y a 400 textes qui la réglemente, qui la condamne, etc., etc. Que cette liberté fondamentale soit effectivement équilibrée dès lors qu'il y a un trouble éventuel à l'ordre public. Ça n'est pas, le Conseil constitutionnel l'a rappelé à propos de la loi Guesso. Donc c'est possible, mais d'abord c'est un contrôle à posteriori, hein, et le fait que Éric Zemmour ait été condamné, moi j'ai vu la décision, je n'aime pas ce que raconte Éric Zemmour, il m'exaspère les 3/4 du temps, hein, donc je suis très à l'aise pour en parler, mais cette condamnation, elle est tirée par les cheveux, je le maintiens. Alors aujourd'hui on vous dit c'est un délinquant, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il a été condamné, il a exécuté sa peine, il payait les amendes qui concernaient, mais derrière, il y en a marre. Je vois comment Jean-Luc Mélenchon qui appelle à la censure, à gauche avant. On avait ce député de la France Insoumise qui était là avant, il dit que c'est pas de la censure, que c'est de la responsabilité, c'est son argumentation. Donc, il y a, concernant Zemmour, on se bagarre pour essayer de le faire taire, mais ça vaut pour tout le monde, on empêche Jean Bricmont, Agacinski, Sifaoui de parler. Je veux dire, c'est pas mes opinions dans les 3 cas, mais enfin, où est-ce qu'on va? On fait des safe space maintenant, hein, parce qu'il faut pas offenser dans les universités américaines, mais ça vient en France aussi. Ah, parce que vous êtes pas, faut pas que vous entendiez des opinions contraires aux vôtres, mais on devient dingo. Et je rappelle quand même que en France, il y a eu la loi fake news, qu'il y a eu la loi Avia, avec le bouton, hein, qu'on appelle, enfin je veux dire, on est en train, et comme par hasard d'ailleurs, on veut réglementer bien évidemment les réseaux, parce que les réseaux développent une parole qui n'est pas celle de la parole officielle, hein, et je rappelle que la fake news de M. Castaner sur la Pitié, ce sont les réseaux qui l'ont mis à bas, et la fake news de M. Castaner sur le massacre de la préfecture, ce sont les réseaux. Donc il y a une espèce d'envie compulsive. Moi, je trouve que le débat, et ça rejoint un peu ce dont on va parler, débat impossible, ça rejoint ce débat. Je veux dire, aujourd'hui, la conflictualité propre aux politiques est complètement passée sous la table. On n'a plus le droit d'être en désaccord, hein, et on veut empêcher les gens qui ne pensent pas comme vous, comme vous venez de le dire, de parler. Moi, la situation est grave. Hein. Alors, on va y revenir. On va marquer une petite cause et on va y revenir. Et le débat continue. Il ne s'arrête même pas pendant la pub, mais ne vous inquiétez pas. On va en débattre également avec vous à l'antenne 0826 300 300. Mais on est parti sur la liberté d'expression. C'est vrai que c'est un sujet passionnant, intéressant, et que on en parle souvent ici et que les débats ne sont pas les mêmes. Alexis Bachelet, vous vouliez réagir à ce que disait Régis de Castelnau? Oui, je voulais réagir pour dire que, ayant un vieux fond libertaire, libéral, la censure me dérange, et pour moi est la pire méthode, à l'exception de toutes les autres, pour reprendre, pour paraphraser Winston Churchill. Mais la question que je me pose... Non, mais c'est pas possible. Je suis Charlie, mais... À partir du moment où on oppose la liberté d'expression comme étant un acquis fondamental de nos démocraties, et qu'il faut tout faire pour... C'est... en fait, à quel degré de tolérance on va? Je m'explique. Est-ce que vous avez envie de débattre avec Monsieur Forisson à l'époque et ses épigones
qui prônent le négationnisme, qui disent voilà, les chambres à gaz, ça n'a pas existé, j'ai des preuves, débattons-en. Est-ce que vous avez envie de les inviter dans vos émissions et de débattre avec des gens qui vont jusque-là, qui vont jusqu'à remettre en cause la Shoah? Moi, personnellement, je vais vous dire, j'ai pas du tout envie de les entendre et de discuter avec eux. Enfin, jusqu'où on va? J'ai pas envie de discuter avec des gens qui me disent que c'était pas du vrai communisme, les 100 millions de morts, mais je le fais quand même. Est-ce que... Et j'ai répété que j'étais contre la censure, donc les propositions de Mélenchon, c'est débile. Mais vous ne pouvez pas être contre la censure et dire mais, vous ne pouvez pas être charrier et dire mais. J'illustre le mais, Valérie. Est-ce que vous avez envie d'inviter des négationnistes? Mais il ne peut pas y avoir de mais. Est-ce que la liberté d'expression, c'est 1 minute pour Hitler et 1 minute pour Churchill? C'est ridicule de le présenter comme ça. Mais non, c'est pas ridicule, c'est les sujets qu'on a devant nous. On a des gens qui tiennent aujourd'hui des propos qui vont très loin. Les Américains n'ont jamais été sur la Lune. Et alors, on leur coupe le sifflet, on leur interdit de parler. Parce que qu'est-ce qui est en train de se passer? Entre les mettre en avant, leur couper le sifflet, il y a peut-être Quand je pense que toute ma vie, toutes les batailles sur les libertés fondamentales, on les a menées avec les socialistes. Il n'en manquait pas un. Maintenant, je vois que cette gauche, elle est ultra répressive et elle veut mettre fin à la liberté de penser. Parce que c'est ça qui est en cause derrière. Je vais vous entendre dire dans 5 minutes, le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. C'est vrai? Ça, c'est la loi. Mais c'est grotesque. Enfin, il faut arrêter, je me mets en colère. La liberté, j'ai le droit dans ma tête. Le négationnisme, pas de problème. Mais putain, le négationnisme, dans ma tête, j'ai le droit de l'avoir. Le nazisme, j'ai le droit de l'avoir. C'est son expression. C'est son expression qui est encadrée par la loi dès lors qu'elle devient négative. Donc le racisme, si je une opinion, non, c'est pas vrai. Si je discrimine, vous êtes en train de faire. Les opinions fausses, les opinions vous êtes en train de faire. Vous allez inventer des scanners. C'est profondément stalinien. Permettez, je connais un peu le domaine. Vous avez connu? Si, je l'ai bien connu. Moi pas. Le stalinisme. Ça consiste effectivement à sonder les reins et les cœurs. Vous allez dire ça. C'est-à-dire, on trouve des choses et donc vous, dans votre tête, vous êtes un ennemi du peuple. Donc aujourd'hui, Monsieur Forisson avait parfaitement le droit de dire qu'il pensait que les chambres à gaz n'avaient pas existé. Je l'ai combattu. Moi, je fais partie le droit de le condamner et de ne pas l'inviter sur les émissions de radio. Mais si on ne le fait pas, on est d'accord. Mais ça veut dire quoi? Attendez, pas tous en même temps. Mais ça veut dire quoi, Régis de Castelnau? Ça veut dire quoi? Il avait le droit de le dire. On a le droit de... Il s'exprime. Et après, il est puni. Et à ce moment-là, c'est un contrôle a posteriori. Oui, quand votre ami Manuel Valls est venu dire j'interdis Dieudonné, je le fais interdire en amont, avant qu'il fasse son spectacle, le tribunal administratif, fort justement, avait dit non. On ne peut pas interdire a priori. Sauf que votre cher Conseil d'État a dit si, on peut interdire a priori pour rendre service à Valls. Ça, c'est une erreur. Non, c'est une erreur. C'est des erreurs. Je comprends pas vous dites. Parce que vous me faites un procès d'intention. Vous me faites dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il fallait. J'ai dit l'inverse. J'ai dit je suis contre la censure a priori. Et vous me dites vous voulez sonder les reins. Interdiction d'inviter Pierre Paul Loujac. Avec le prochain sujet, on va mettre en pratique. Oui, voilà. Interdiction moi, ce que je pense... condamnation a posteriori. Ce que je pense... Régis, alors, Régis, laissez passer Brice et le débat. En fait, moi, je pense qu'effectivement, il faut pouvoir... mettre sur la table ces idées, avoir un vrai débat constructif. Le problème, c'est que cette liberté d'expression, on a le droit à peu près de tout dire, on y va. Parfois donne lieu à une liberté d'insulte et de stigmatisation systématique. À la une des vraies voix sur Sud Radio, la réforme de l'assurance chômage, moins de droits, plus difficile à renouveler. Question, la réforme de l'assurance chômage va-t-elle plus précariser les demandeurs d'emploi? 0826 300 300. Autre débat dans les vraies voix aujourd'hui, un repas végétarien par semaine dans les cantines scolaires à partir du 1er novembre. C'est une des mesures de la loi alimentation. Question, faut-il moins de viande dans les cantines? Vous êtes les bienvenus à tout à l'heure. On met la poussière sous le tapis. Non, il ne faut pas mettre... Si on parle d'Éric Zemmour, il a systématiquement ce que je veux dire, c'est qu'il faut... Alors, juste pour terminer, il faut avoir la maturité de sur Sud Radio, la réforme de l'assurance chômage. Que ceux qu'on évoque, et notamment le voile,
parce que c'est des sujets à la une des vraies voix sur Sud Radio, la réforme de l'assurance chômage, moins de droits, plus difficile à renouveler. Question, la réforme de l'assurance chômage va-t-elle plus précariser les demandeurs d'emploi? 0826 300 300. Autre débat aujourd'hui, un repas végétarien par semaine dans les cantines scolaires à partir du 1er novembre. C'est une des mesures de la loi alimentation. Question, faut-il moins de viande dans les cantines? Et qui généralement sont des militantes associatives de la LAB. Non, on en a qui nous ont appelés sur Sud Radio également. Le mieux, c'est d'avoir les gens qui appellent au téléphone. Je voudrais parler une à la une des vraies voix sur Sud Radio, la réforme de l'assurance chômage, moins de droits, plus difficile à renouveler. Question, la réforme de l'assurance chômage va-t-elle plus précariser les demandeurs d'emploi? 0826 300 300. Autre débat aujourd'hui, un repas végétarien par semaine dans les cantines scolaires à partir du 1er novembre, c'est vendredi. C'est une des mesures de la loi alimentation. Question, faut-il moins de viande dans les cantines? Là aussi, vous êtes les bienvenus pour en parler à 17h. N'a jamais autant prospéré. Jamais autant prospéré que depuis qu'on a réprimé, que depuis qu'on a fait taire, que depuis qu'effectivement, il n'était pas question d'inviter Forisson, alors ce qui permettait à Dieudonné de faire l'imbécile en le faisant venir sur scène, etc. Et que quand il est mort, il fallait voir sur un certain nombre de réseaux. C'est-à-dire que la censure, justement, qui empêche, mesure d'autorité, qui empêche la conflictualité, le débat, etc., en disant, mais ça, c'est pas très gentil. Mais vous voyez, regardez, c'est normal, on n'a pas l'occasion de la manière dont on s'invective sur le plateau montre qu'en réalité, ce qui compte, c'est pas tant le fond qui est dit où effectivement on peut déconstruire des idées, c'est la manière. Mais attendez, dans le monde anglo-saxon, il faut pouvoir débattre des choses de manière. Dans le monde anglo-saxon et en particulier aux États-Unis, je ne sais plus quel amendement de la Constitution, la liberté d'expression est totale. Et il y a des gars qui ont des brassards avec des croix gammées. Il y a des Ku Klux Klan, des suprémacistes qui se baladent dans les rues. Oui, mais c'est pas à cause de ça. Ça fait du mal. Alors Régis, ça fait du mal à la société de non, ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. Ce sont des exutoires. Et ça permet de savoir où ils sont. Ils ne sont pas une république. Le problème, c'est que si on les laisse pas s'exprimer, on ne peut pas les réfuter. Et donc, au bout d'un moment, vous arrivez dans une situation où vous n'arrivez plus à distinguer ce qui est de l'opinion et ce qui est de la science, ou ce qui est de la croyance et ce qui est de la connaissance. Dans le cas de Forisson, il a de la croyance. Ce qu'il faut lui opposer, c'est de la connaissance. Et puisqu'on n'a pas de plateau pour le faire, on ne peut pas lui opposer de la connaissance. Donc, ça se répond tranquillement. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Débat. Avec vous jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Berkoff. On est ensemble sur Sud Radio, nous, jusqu'à midi pour débattre et commenter l'actualité avec Alexis Bachelet, ancien député PS, Régis de Castelnau, avocat, Brice Nkonda, conseiller régional UDI d'Île-de-France, et Nicolas Moreau, membre du collectif Antigone. Laïcité, voile, islam, un débat serein est-il possible? La tension est quand même, on peut le dire, à son comble, et on est dans l'invective, dans des plateaux. Moi, je l'ai dit hier, les débats sur le voile tournent en rond. On est sur ce sujet depuis 3 semaines. Et 30 ans. Oui, vous avez raison, 30 ans, effectivement. Mais depuis l'attentat à la préfecture et le retour du débat sur le port du voile, le climat se tend de plus en plus. Hier, le Sénat a voté une loi demandant à ce que les mères accompagnatrices ne soient pas voilées. Ce matin, Stanislas Guerini a dit que ça ne passerait pas à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut parler de tout cela? Comment on peut arriver à sortir de ce débat, et est-ce qu'on peut en sortir? Il faudrait juste un petit peu d'honnêteté intellectuelle pour que ça passe. Malheureusement, il y a trop d'intérêt politique. En fait, comment marche un parti politique? Un parti politique a besoin d'argent. Comment est-ce qu'on gagne de l'argent? En ayant des élus, notamment des élus locaux. Une fois que vous avez compris ça, vous comprenez qu'ils supprimeront ni les départements, ni les régions, ni rien, puisque ça fait plus d'élus et plus d'argent. Et une fois que vous avez compris ça, vous comprenez aussi qu'on laisse les gens on laisse certains élus locaux faire du clientélisme, parler à des clientèles toutes particulières, et jouer évidemment la victimisation des musulmans pour essayer d'attraper le vote musulman. Ce qu'on peut appeler l'islamo-gauchisme à grands traits, mais tout le monde le fait. Ceci près, Nicolas, que sur le nombre de voix faites aux législatives que sont calculées les dotations au parti, quand même. Non, pas forcément. Non, vous avez des élus qui remontent une partie des revenus qu'ils ont. Regardez le recette d'un parti politique. Les recettes, c'est les élections législatives. J'en ai audité quelques-unes. On reçoit aux élections législatives et les élus remontent une partie de ce qu'ils gagnent systématiquement. Nous sommes élus, je vais vous donner mon point de vue. Je peux juste avoir une question. Est-ce que vous reversez une partie de ce que vous touchez en tant qu'indemnité d'élu à votre parti? Non, ça c'est le Parti communiste. Non, il n'y a pas que le Parti communiste qui le fait. Il n'y a plus de Parti communiste de toute façon. Alors si, localement, ils existent. À Gennevilliers, je peux vous en parler. Alors non, juste un point de vue d'élu. Moi, ce que je pense, c'est que
Encore une fois, c'est un débat qui est fait pour favoriser le Front National et polariser la société. Je dis pas qu'il n'y a pas de souci, mais on a quand même l'état légal du droit qui permet le port du hijab. Donc on est dans une position schizophrénique qui consiste à dire les plus hautes instances de la République autorisent le hijab, mais par contre, on feuilletonne le truc avec le burkini, donc à un moment donné, il faut arrêter. C'est-à-dire que soit c'est légal, soit ça n'est pas légal. Et en l'occurrence, c'est légal. C'est le premier point. Le deuxième point, on peut changer le cadre démocratique et le cadre légal. Mais à ce moment-là, il faut qu'il y ait un vrai débat apaisé. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Et il faut inviter les premières personnes concernées. Ça me paraît important parce qu'elles ont des choses à dire. Et moi, à Gennevilliers, j'en rencontre tous les jours. Et je peux vous dire que la majorité sont très très loin d'être soumises. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a effectivement des femmes que l'on contraint à porter le voile. Et ça, il faut vraiment veiller à ce qu'il n'y ait pas de contrainte de ce point de vue-là. Après, la question de la liberté, moi, je pense que c'est un débat qui est intéressant si on l'aborde sous l'angle du féminisme. C'est vrai que le féminisme occidental a toujours tendu vers la libération du corps de la femme, la liberté sexuelle, etc. Donc plutôt vers un dévoilement qu'un voilement. Et aujourd'hui, on a un autre féminisme qui dit on est plus spirituel que physique et on veut avoir ce lien direct avec notre corps, notre foi et notre lien avec Dieu. Mais donc, vous pouvez répondre à une question, pourquoi est-ce que c'est apparu depuis une vingtaine d'années ? Pourquoi est-ce qu'il y a... Alors moi, je pense que c'est aussi lié à un phénomène sociétal où de plus en plus de personnes dans la religion ou hors la religion sont en quête de sens. Absolument. Voilà. Alors après, non, ça se fait. Ça se fait dans tous les pays du monde. Ça s'est effondré. Ça se fait dans tous les pays du monde. Ça a commencé essentiellement en 1979 avec la révolution islamique en Iran, qui a prouvé que c'était faisable et qu'on pouvait avoir un État islamique. Ça s'est continué ensuite en Afghanistan, où les Moudjahidines ont vaincu les communistes. Donc on a prouvé que l'islam pouvait vaincre une très grande puissance comme la Russie. Et ensuite, petit à petit, à partir du moment où le bloc soviétique s'est effondré, qu'il n'y avait plus forcément de pendant à l'Occident et au libéralisme occidental, il y a commencé à y avoir, alors après, si vous croyez à Huntington ou pas, mais il y a commencé à y avoir plusieurs identités qui se sont créées, dont une identité islamique forte, qui s'est accompagnée d'un développement ensuite des islamistes, qui sont revenus en force, notamment les frères musulmans et les salafistes qui ont été financés par l'Arabie Saoudite. Et à partir de là, ces gens ont déversé des milliards où ont investi des partis politiques pour encourager vraiment à revenir vers l'islam, encourager les femmes à se voiler, ont poussé, ont mis des imams dans des mosquées, etc., pour marquer vraiment la visibilité de l'islam, ce qui ne pose pas forcément de problème dans les pays islamiques, on peut en reparler éventuellement. Ce qui, quand on arrive après dans un pays occidental qui n'a pas du tout les mêmes valeurs que les valeurs islamiques, pose problème évidemment. Donc, c'est pas un problème. Est-ce qu'on peut quand même dire qu'il y a une forme d'hypocrisie un petit peu dans ces débats-là, parce que personne ne dévoile réellement ses intentions. Je m'explique. En réalité, pourquoi le débat se recristallise systématiquement sur le voile, c'est que y a un certain nombre de personnes qui considèrent que il faut faire disparaître ces signes d'appartenance religieuse, en tout cas les plus visibles, non pas seulement, je dirais, dans l'État, ce qui est la loi de 1905, séparation des églises et de l'État, mais également dans la société. C'est-à-dire, ils veulent, d'une certaine manière, laïciser la société et dire aujourd'hui, dans une société comme la nôtre, c'est pas tolérable de voir des femmes qui portent le voile parce que ça porte atteinte à la dignité de la femme, à l'égalité homme, etc., etc. Mais ils vont pas jusqu'au bout de la logique. C'est-à-dire qu'ils vont pas jusqu'à dire il faut modifier la loi de 1905 et en fait tenir la position des laïcards de 1905 qui allait jusque-là et qui disait il faut totalement éradiquer la présence visible de la religion, tout signe d'appartenance, parce que la République, elle ne peut pas supporter ça. Il faut que la République, elle, fasse disparaître tout ça. Et ça veut dire que ça contredit, dans une démocratie, les principes quand même de liberté individuelle. Et donc, faut qu'ils expliquent, ceux qui défendent cette position-là. Ça n'est pas la mienne. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, je suis libertaire et libéral. Donc, je pense qu'effectivement, il faut négocier et combattre, point par point. Faire une loi quand il faut combattre les dérives les plus graves, l'islamisme, les sectes salafistes, frères musulmans et compagnie, et pour le reste, c'est-à-dire pour la majorité des musulmans, essayer d'avoir un principe de tolérance et de respecter la foi ou la non-croyance, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des musulmans qui ne croient pas, qui sont laïcs, etc. Le problème, c'est qu'on fait un fourre-tout, et que le voile, en fait, abrite, si je puis dire, ou cache cette hypocrisie qui consiste à ne pas dévoiler totalement son intention, qui consiste
encore une fois, éventuellement à modifier la loi de 1905. Moi, je défends la laïcité parce que je défends la loi de 1905. C'est pas ça, la question, c'est... Parce qu'on va jamais au bout du débat. Mais il faut aller au bout. En fait, il faut dire... Parce que l'histoire des accompagnateurs... Pardon, mais c'est pas suffisant, l'histoire des accompagnateurs. Moi, quand je vais sur un plateau et qu'il y a des gens qui disent, oui, il faut faire une loi sur les femmes voilées dans l'accompagnement scolaire. Mais les mêmes disent, et il faudrait aussi le faire à l'université. Et il faudrait aussi le faire dans l'entreprise. Donc en fait, ils veulent le faire partout. Ils veulent faire disparaître ces femmes voilées de la visibilité dans la société. Mais dites-le. Et dites, on va demander effectivement à ce qu'il y ait un débat sur la loi de 1905 et qu'on modifie. Le Front National, il parle que d'interdire le voile. C'est interdire le voile, ça veut dire modifier la loi de 1905. Le juriste voudrait dire qu'il y en a marre d'entendre parler de droit, une loi de ceci, modifier la loi de cela, le droit de machin, etc. C'est un problème politique. Alors, je ne vais pas le traiter globalement, le problème politique, je ne me permettrai pas. Compliqué. Il y a historiquement les problèmes se posent aujourd'hui. On a des sociétés qui évoluent. Un des problèmes, c'est que le peuple français se cabre devant une réalité. Il y a une spécificité française, et nous avons des élites qui d'abord en grande partie sont corrompues par les pétrodollars, et deuxièmement, oui. Mais alors on mélange beaucoup de choses. Non, pas du tout, et qui laissent effectivement ces pétromonarchies agir dans ce pays et provoquer des formes de sécession. Et surtout, nous avons un peuple français qui se cabre parce qu'on essaye de lui imposer un modèle de société qu'il ne veut pas. La France est un pays particulier, très hétérogène, et qui a été fondé et unifié par un État fort. Et le modèle anglo-saxon, qui correspond aux États-Unis, communautaire, les Français n'en veulent pas. Et nos élites sont fascinées par ce modèle, fascinées et veulent nous l'imposer quand on voit ce qui se passe à Londres, etc. Alors, j'ai pas de solution, mais je dis qu'il ne faut pas oublier ça, modifier la loi de 1905, tout ça c'est inutile. Il faut se poser le problème. Il faut se poser ce problème de ces quartiers perdus, de notre incapacité à intégrer, de ce qu'il faut faire pour la sécularisation de l'islam, parce que ça, je pense que c'est la seule voie. C'est réussir à le séculariser en renversant des évolutions qui l'ont fait au contraire. Ça se fera pas en France. Alors, je pense qu'il y a un vrai débat, et je rejoins ce qu'a dit Alexis Bachelet, c'est qu'on n'est jamais allé au bout du débat sur l'islam et la laïcité. Et en réalité, normalement, la laïcité, c'est on peut vivre sa foi à titre individuel, mais dans l'espace public, il ne doit pas y avoir de manifestation. Par contre, il y a tout un tas de sujets, comme par exemple les piscines municipales. Aujourd'hui, quand on est élu, il y a des personnes qui viennent nous voir en disant est-ce qu'il faut un créneau que pour les femmes, etc. Ben c'est non, parce que c'est une piscine municipale publique. La même chose pour l'hôpital public. Tout le monde ne dit pas non. Non, mais il peut y avoir des instituts privés où effectivement il y a cette séparation, mais pas pour la piscine municipale. Pour les hôpitaux, pareil. Pour les hôpitaux, on nous demande, oui, il faut tel médecin, femme, homme, etc. pour s'occuper de ma femme. Non. En fait, les hôpitaux publics, on traite tout le monde pareil. Vous dites non, sauf que dans la réalité, c'est compliqué. Non, mais quand je dis vous dites non, mais dans la réalité, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut rappeler des principes. Imaginez que vous soyez élu à Sevran, par exemple. Non, attendez, à Gennevilliers, je peux vous en parler. Il faut rappeler des principes. Après, on peut en parler. Il faut rappeler des principes. Après, tout ce qui relève de la sphère privée, si une entreprise privée, dans son règlement intérieur, accepte les femmes qui portent le voile, c'est le droit de cette entreprise privée. Si dans un commerce privé, une personne qui a une certaine philosophie veut l'appliquer à son commerce privé, il a le droit de le faire. En fait, je pense qu'il faut déjà rappeler des principes. Après, pour ce qui concerne effectivement, parce qu'il y a aussi des dérives dans ces quartiers, il y a des imams qui prêchent la haine. Là, il faut le repérer. Il y a des gens qu'on laisse trop parler. Le problème, c'est que la société de vigilance là qu'on veut nous imposer. Comment arriver à trouver justement il faut trouver un équilibre. Un équilibre parce qu'il y a ce qu'il vient de dire concernant si j'ai envie dans la piscine d'empêcher le burkini. Une piscine privée, pourquoi pas non. Privé, c'est discrimination, c'est dans le code pénal, cher ami. Il y a des hammams aujourd'hui, on sépare les deux, je suis désolé. Non, ça c'est pas la même chose. Donc vous êtes en train de dire qu'on peut le faire pour les piscines ? Pour le privé, je dis que c'est de la sphère privée et de l'initiative des gens qui créent la structure. Par contre, pour le public, il faut réaffirmer des principes. Si quelqu'un veut rentrer dans votre piscine et que vous dites non, vous ne rentrerez pas parce que vous êtes une musulmane habillée d'un burkini, vous êtes poursuivi. Il faut qu'il y ait les deux. Est-ce qu'on peut quand même rappeler qu'on parle de sujets qui concernent une minorité de la population. Parce que Régis dit, et c'est un peu l'épouvantail qu'on agite, c'est on va nous imposer, nous, Français, un mode de vie. Mais vous voyez bien depuis quand une minorité dans un pays démocratique impose à la majorité quelque chose dont elle ne veut pas? Mais bien sûr que si. Deux choses. Comment vous faites? Alors, deux choses. Il y a combien de musulmans Mais c'est votre argument qui revient toutes les semaines. Mais c'est pas la réalité. C'est 10% de la population. Depuis quand 10% de la population? Deux choses. Juste je termine sur ce point, c'est très important. Parce que d'abord, il y a un géant frontable.
quand vous posez la question aux Français, compte tenu de l'ampleur du débat sur le voile, la place de l'islam, il y a des Français qui pensent qu'il y a 30% des musulmans en France. C'est pas le cas. C'est moins de 10%. Bon, premier point. Non, mais il faut le dire, parce qu'il y a des gens qui croient qu'il y a 50 millions de musulmans. C'est vrai que dans certains quartiers, c'est pas la question. C'est quoi un musulman? Est-ce que c'est un pratiquant, Nicolas? Est-ce que c'est quelqu'un de culture musulmane? On n'a pas. À l'intérieur de cette minorité, il n'y a pas une homogénéité. Il n'y a pas 100% de frères musulmans. Non, il y a une fraction de la communauté musulmane qui est sous l'influence de l'islam radical. Et il y a aussi la plus grosse fraction, la majorité des musulmans qui vivent leur foi dans la paix. Et puis il y a même des musulmans qui s'en foutent de ça. Mais c'est la majorité. Et continuer à faire passer le message dans l'opinion. Attention, la laïcité est menacée parce qu'il y a des minorités agissantes, etc. Ah bah oui. Oui. Mais il faut dire que c'est une ultra minorité dans une communauté qui est minoritaire. C'est pas ces gens-là. C'est pas la minorité de la minorité qui va imposer à la majorité un mode de vie. On va tous en même temps. Calme. Ça ne marche pas comme ça. Mais c'est pas mathématique, ce que vous dites, c'est pas vrai. Mais dans quel pays une minorité impose à la majorité? Mais qu'est-ce qui s'est passé en Algérie? Qu'est-ce qui s'est passé en Algérie? Dans tous les pays du monde, la minorité la plus déterminée, c'est elle qui impose à la masse qui bouge pas. Mais ils sont arrivés comment? Ils sont arrivés, malheureusement. Mais ils sont arrivés aussi par la société. Ils sont arrivés en politique. Deux choses. D'abord, gagner les élections. Le fils a gagné les élections en 1989. D'abord, la minorité, c'est pas forcément le cas. Moi, je viens de Trappes, c'est moi la minorité. Ouais. Déjà, on commence par là. Deuxième chose, ce sont les minorités qui ont toujours fait l'histoire partout. La majorité, elle compte pas. Il y a toujours une minorité qui est déterminée d'un côté, une minorité qui est déterminée de l'autre, et un peuple au milieu qui est placide, qui n'a pas forcément d'opinion, et qui suit. Et qui va aller soit dans le sens d'une minorité... Le peuple, il n'est pas... Moi, j'ai confiance dans le peuple. Bah oui, ça, vous regardez toutes les histoires. Les bolcheviks, ils n'étaient pas beaucoup. Et ils ont emmené toute la Russie avec eux. Et après, ils ont emmené la moitié du monde avec eux. Les nazis, ils n'étaient pas beaucoup, ils ont emmené toute l'Allemagne avec eux. Moi, j'aimerais parler de la société. Et les islamistes, ils n'ont pas besoin d'être beaucoup pour emmener toute la société avec eux. Moi, je pense qu'il y a... Excusez-moi, en fait... Les bolcheviks ont truqué les élections. Et le Hezbollah... Attendez, ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Est-ce qu'on pourrait parler 2 secondes des études de l'IFOP, etc., sur les souhaits des musulmans de France? Moi, je veux dire, c'est leur religion, ils pensent ce qu'ils veulent. Plus de 30%, et surtout chez les jeunes, souhaitent l'application de la charia. Plus de 30%. Alors c'est minorité. C'est 25%, mais c'est accentué chez les jeunes. Et en face, on a quoi? En face, on a quelque chose. C'est une opinion que je partage, parce que le problème de la religion, si vous voulez, on a mis 1500 ans avant de foutre la religion catholique dehors de l'État. Ça a été un sacré boulot. C'est pas pour en laisser rentrer une autre. Et ce que je veux dire, c'est que je fais partie des 75%. Que ça arrive. Je fais partie des 75% à force de compromis qui pensent qu'il y a une vraie incompatibilité dans une religion temporelle qui est aussi, et là-dessus Zemmour a raison. Non, il n'y a pas d'incompatibilité. On ne peut pas laisser dire ça parce qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, il y a la majorité. Non, attendez, aujourd'hui. Il faut valider tout le raisonnement de Zemmour. Je ne veux pas le découper. Juste. C'est une religion temporelle. Non, c'est grave de dire ça. C'est grave de dire ça, Régis, parce qu'aujourd'hui, il y a les 6 millions de musulmans dont on parle, donc les 75% sont totalement d'accord avec les lois de la République et souhaitent et vivent en totale harmonie. Donc déjà, il faut arrêter de dire que c'est pas compatible parce que d'ores et déjà. De ce que disent les études. Attendez, juste un point qui est important. C'est la majorité. Juste un point qui est important. Il faut bien voir que le problème qu'on a avec ça, c'est que aujourd'hui, on regarde la minorité et pas la majorité. Donc, je suis d'accord avec ce que dit Alexis Bachet. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de problème. Il faut avoir un vrai débat et point par point, il faut établir un contrat social. Donc ça me paraît important. Aujourd'hui, quand on parle de... En fait, j'ai l'impression que sur l'islam, on ne se focalise pas sur les vrais débats. On va parler du voile alors que les imams qui prêchent l'aine, on les laisse faire. Donc, à un moment, il faut s'attaquer aux têtes de réseau qui nous amènent cette situation. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un climat qui est délétère. On est en train de polariser les gens les uns contre les autres. Et c'est des histoires qui peuvent aller très loin. Là où je suis pas d'accord avec toi, Alexis, c'est que c'est vrai que les musulmans sont minoritaires en termes de nombre. Par contre, ils sont concentrés dans certains quartiers. Et moi, je pense qu'il faut arrêter de se focaliser sur les faux débats comme le voile, etc., qui ne sont jamais réglés, alors que l'État de droit les règle en fait. Et il faut se concentrer. Les imams qui prêchent l'aine, il faut travailler. Aujourd'hui, moi, ce qui m'interroge quand on parle de société de la vigilance, il y a qu'un pas entre société de la vigilance et société de la délation. Ça n'est pas le rôle des citoyens, ça n'est pas le rôle même des élus de dénoncer des gens sur des critères qui peuvent être aléatoires. Moi, je veux dire que les services de renseignement doivent avoir les moyens déjà humains de faire le travail aujourd'hui.
Allez, on se retrouve dans un instant. On aura Ahmed et Abraham qui veulent réagir à notre débat. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Et nous essayons d'avoir un débat serein autour de la laïcité, du voile, de l'islam avec vous. Et on a 2 appels. On a Ahmed en ligne avec nous. Bonjour Ahmed. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, bonjour. Voilà, en fait, je vous appelle par rapport justement à tout ce qui s'est passé ces derniers jours concernant le voile, concernant l'incompréhension de cette religion c'est une religion qui est arrivée en France, je pense, à la fin du 19e siècle. Mais en fait, le problème de cette religion, elle est incomprise de la part même des exégètes et des théologiens depuis plusieurs siècles. Si vous voulez qu'on parle de la question du voile, le voile, il a été prononcé 8 fois dans le Coran et en fait le voile dans toutes les fois où il a été utilisé dans le Coran, c'était barrière, le mot barrière. Pour les vêtements, en fait, dans le Coran, il avait 2 sens. Le vêtement avait un sens pécunier et un sens moral. Si vous voulez qu'on parle du voile, Dieu, en fait, il a demandé à la femme et à l'homme de respecter un seuil. Ce seuil, c'est un seuil minimum. Ça veut dire de protéger les parties génitales. Tout ce qui est comment dirais-je, vêtements, c'est en fait, il doit respecter le climat, les coutumes et la production de textiles dans la société où elle vit. En l'occurrence, nous, on est en France. Il faut d'abord que ce vêtement, il faut qu'il respecte, comment dirais-je, les coutumes de la société française. Ça veut dire un voile, est-ce qu'il va être respecté, est-ce qu'il va être, comment dirais-je, est-ce qu'il va être bien vu ou mal vu dans la société française? C'est une question. Mais dans la religion musulmane, l'islam demande justement juste qu'il y ait un seuil minimum. Ce seuil minimum, c'est les parties génitales, point barre. Et malheureusement, sur cette question-là, si vous allez dire ça à n'importe quel théologien, à n'importe quel imam, il va vous, malheureusement, il y a la majorité qui vont vous dire, écoutez, vous êtes un mécréant, vous ne comprenez pas leur religion, alors que c'est ça le problème, c'est ça la question. Une société religieuse, malheureusement, dans l'histoire de l'islam, tout ce qui est, tous les écoles religieuses, que ce soit les malikites, les chaféites, ils ont eu naissance à la fin du 7e siècle, au début du 8e siècle. On va pas faire toute l'histoire, mais oui, c'est votre propos, c'est le stand-by de l'islam, c'est au 8e siècle. Au 8e siècle, il y a eu un stand-by, et malheureusement, on n'a jamais voulu faire évoluer les choses. Mais il y a quand même eu des modifications, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment où il y avait pas ce débat et où le voile est apparu il y a quelques années, où il y a eu quand même des revendications communautaires qui sont apparues de plus en plus nombreuses. Oui, parce qu'en fait, le voile, premièrement, ces gens qui défendent le voile n'ont jamais compris que le voile n'a jamais été utilisé dans le Coran pour parler de voile, en fait, de couvrir la tête. Il a été utilisé 8 fois dans le Coran. Donc ces gens-là ne comprennent même pas leur texte, leur livre sacré. Comment voulez-vous dialoguer avec des gens qui ne comprennent pas leur livre sacré? C'est pour ça que moi, j'appelle à la responsabilité de tout le monde et à respecter la laïcité, parce que c'est grâce à cette laïcité qu'on peut vivre ensemble. Et que l'islam, ceux qui disent que l'islam ne respecte pas les principes de la laïcité, je suis un simple commun des mortels. Je dirais que malheureusement, 90% des musulmans reçoivent une éducation qui date du 7e siècle. D'accord, merci Ahmed. Merci de votre... Il est encore plus dur que... Mais vous savez, ce matin, il y avait un article dans le journal Liberté Algérie, et le titre, c'est « Le jour où l'islamisme européen menacera l'Afrique du Nord et le monde arabe ». Ce jour-là n'est pas aussi lointain que vous l'imaginez, c'est le compte à rebours, et des Algériens eux-mêmes jugent et regardent ce qui se passe en France en disant aujourd'hui en Europe, tous les ingrédients politiques et socioculturels se réunissent pour que l'islamisme européen prenne le dessus. Les Algériens, ils savent de quoi ils parlent. Ça fait 20 ans qu'ils nous préviennent, ça fait 20 ans qu'on les écoute pas. Non, il y a juste un truc, c'est qu'il y a comme une question aujourd'hui, si on a ces débats-là, c'est que le périmètre légal le permet. Et pour moi, c'est une question du périmètre des libertés. Il y a le féminisme occidental qui a permis aux femmes de porter des mini-jupes, de se balader comme elles veulent, et c'est bien naturel. Et de l'autre côté, on a un autre féminisme qui consiste plutôt à se voiler. Donc la question, c'est que si on légifère d'un côté, pour moi, il faut légiférer de l'autre. C'est une question de périmètre de liberté.
On ne va pas faire un décret mini-jupe ou un décret... Non, mais c'est pas autant arrêter tout de suite la question. On ne pourra pas légiférer sur le voile. Si vous faites une loi sur le voile, vous allez voir des nouveaux accessoires qui apparaissent. Le niqab bonnet, la bourre-casquette, n'importe quoi, vous n'aurez pas... Et vous aurez dans la loi toute une liste interminable de vêtements différents qu'il faudra légiférer et calculer avec un mec. C'est infaisable. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer à certaines personnes. J'ai dit comment vous définissez les signes religieux visibles à partir du moment où une croix peut être considéré comme et donc un pin. C'est une question d'appréciation. Donc après on rentre dans une logique de flicage, de surveillance. Juste une question sur les féministes qui défendent le voile, et c'est la question que posait hier Didier Lesky, qui est le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le monde. D'abord, sur le titre du papier, c'est nulle part le port du voile n'accompagne une vitalité démocratique, et il interrogeait ceux qui sont allés manifester place de la République contre l'islamophobie. Il disait pourquoi est-ce qu'il n'y a eu personne devant l'ambassade d'Iran pour protester contre ces femmes qui sont brûlées, qui sont emprisonnées, torturées parce qu'elles ont voulu retirer leur voile. Parce que le ressort, c'est la victimisation. C'est ça qui fait vendre, c'est ça qui exploite les politiques, c'est ça qui exploite les islamistes, c'est ça qui exploite les nationalistes. Allez, il faudrait qu'on écoute Abraham qui attend depuis un petit moment. Abraham, pardon, on vous écoute, parce que j'avais Ahmed. On a tous les livres, il manque juste la Torah. Bonjour, vous m'entendez ? Bonjour, on vous entend bien, on vous écoute. C'est l'Ancien Testament. Alors bonjour Abraham, j'habite dans la région parisienne, j'ai 29 ans. Et en fait, je suis d'origine étrangère, subsaharienne, je ne vais pas dire le pays exact, mais subsaharienne. Mais je suis né en France de parents immigrés. En fait, mon père il est venu ici en tant que sans-papier. Une fois, il a rencontré une association, on va dire de gauche. Et pendant qu'il racontait son histoire, comment il s'est retrouvé en France, etc., par hasard, au détour d'une phrase, il a dit « Mais c'est dommage, moi, mon grand-père, il a débarqué à Marseille, etc. » Et le mec de l'association lui a dit « Mais attends, ton père a fait la guerre pour la France, mais appelle tes parents qui sont au village, tu leur dis qu'ils nous faxent le diplôme militaire de ton père et t'es naturalisé tout de suite. » Donc il a été naturalisé je crois que lui il a été naturalisé sous Jospin. Et à la base il n'était pas français. Ma mère, même aujourd'hui, ça doit faire 20 ans qu'elle est en France, elle a encore un accent. Mais moi je suis né ici, et en fait je voulais parler d'intégration, comment moi je me suis senti français à part entière et pas entièrement à part. Moi, à l'école de la République, en fait, comme je disais, je suis né en 90, et moi, à l'école, on m'a parlé de Pépin le Bref, on m'a parlé de Rollon, on m'a parlé de Charlemagne, de Philippe Auguste à Bouvines, contre Jean Santerre, on m'a parlé de Jeanne d'Arc, on m'a paré de la guerre de 100 ans, on m'a parlé de Louis XIV, on m'a parlé de Condé, on m'a parlé du maréchal de Luxembourg, on m'a parlé de Turenne. On va pas faire toute l'histoire de France, mais si ça fait du bien, mais si encore 2-3. Allez-y, Charles de Gaulle. C'est des personnages historiques qui permettent de rendre les Français fiers. Et quand il y a des gens comme M. Bachelet depuis 20 ans qui disent la France c'est les crimes de guerre, la France c'est la guerre d'Algérie, la France le pays des droits de l'homme et respecte pas les autres, bien sûr, il faut en parler. Il faut parler de tout. Bien sûr, heureusement. C'est un bloc l'histoire. J'ai des gens autour de moi d'origine immigrée qui me disent mais la France, qui sont un peu plus jeunes que moi, et ils me disent attends, la France qu'on nous propose c'est Bilal Hassani, voilà quoi. Vous avez un problème avec Bilal Hassani ? La France que moi m'a fait aimer, oui, je pense. La France qu'on m'a fait aimer, c'est pas la France de l'Eurovision, voilà. Donc, mais pourquoi l'intégration ne fonctionne plus. Mais pourquoi votre intégration elle a fonctionné ? Vous avez 29 ans et d'autres. Parce que moi on m'a fait aimer la France. Donc en gros vous êtes fier de l'histoire de France. Parce qu'on l'a fait aimer la France. On m'a pas dit que mon pays d'accueil avait esclavagé mes ancêtres. On m'a pas dit que je devais me fouetter tout le temps, que la France est un pays de raciste. On m'a jamais dit ça. C'est les deux. Ceux qui ont 15, 16, 17, 18 ans, la jeune génération, maghrébin ou africain, on leur dit la France, elle a massacré vos ancêtres. La France, elle a fait des gaz en Algérie. On leur dit pas que ça. À l'école, c'est pas vrai. À l'école, on leur dit pas que ça. Qui leur dit ? On en parle dans les manuels d'histoire. Ça fait 15 ans qu'on dit que le pays où tu habites, il te déteste et il a esclavagé tes ancêtres. Comment vous voulez que ça finisse ? Merci, M. Bachelet, c'est à cause de vous qu'on est ghettoisé. C'est à cause de vous, M. Bachelet. Merci Abraham de nous avoir appelé. C'est gentil. Merci. Alexis Bachelet n'est pas responsable de toute la. Et on a encore parlé que de ça aujourd'hui. Voilà. Mais bon, le débat était intéressant. Merci à tous les quatre. On se retrouve demain.